La salle de conférence sentait le cuir et les cigares de luxe. C'était une odeur à laquelle je m'étais habitué après 9 ans passés assise dans un coin. Je prenais des notes que personne ne lirait jamais. Mes doigts se déplaçaient sur le clavier avec une efficacité bien rodée. J'enregistrais des mots qui n'apparaîtraient jamais dans une transcription officielle. Autour de la table, des hommes en costume sur mesure discutaient de territoire et de pourcentage. Ils avaient le ton désinvolte de personnes qui commandent un dîner. Pourtant, nous savions tous que les enjeux étaient bien plus élevés. Je gardais les yeux sur l'écran, ma posture parfaite, mon expression neutre. L'invisibilité était ma plus grande compétence. Je l'avais cultivée pendant des années. J'avais compris que les femmes dans des pièces comme celle-ci survivaient en étant essentielles, mais transparentes. Un paradoxe que j'avais maîtrisé au début de ma carrière. J'avais accepté ce poste chez Petro Industries, assez naïf pour croire que c'était juste un autre travail en entreprise. L'expansion du front de mer n'est pas négociable, a déclaré Leonid Morozov. Son fort accent russe remplissait l'espace. C'était un homme large, avec des cheveux grisonnants et des yeux comme des éclats de glace. Sa présence dominait la pièce, exigeant l'attention et inspirant la peur. Mon organisation a trop investi pour simplement se retirer. En face de lui, Maxime Petro restait silencieux. Mon employeur parlait rarement pendant ces réunions. Il préférait laisser les autres révéler leur stratégie pendant qu'il observait. C'était une tactique que j'avais vue fonctionner d'innombrables fois. Maxime était plus jeune que Morozov d'environ une décennie. Il était mince là où l'autre homme était largeur et brun là où il était argenté. Mais le pouvoir qu'il exerçait n'était pas moins absolu. Je travaillais directement pour Maxime depuis 9 ans et je ne pouvais toujours pas prétendre le comprendre. Il était contrôlé, calculateur et totalement illisible. Pendant tout ce temps, il n'avait jamais élevé la voix. Il n'avait jamais montré d'émotion, à part un léger resserrement autour de ses yeux quand il était particulièrement mécontent. Pourtant, les gens le craignaient plus que les démonstrations de colère théâtrale de Morozov. Le front de mer appartient à un territoire neutre, a interrompu Dmitrianov, le bras droit de Maxime. Il était assis à la droite de Maxime, une position d'honneur et de confiance. Nous nous étions mis d'accord sur ce point il y a 3 ans. Morozov a ri, un son rauque qui a tendu mes épaules, même si je continuais à taper. Les accords changent, les circonstances évoluent. Petro le comprend sûrement. Mes doigts ont hésité une fraction de seconde. Ces circonstances dont il parlait avaient entraîné 3 morts le mois dernier et 2 disparitions le mois précédent. Le front de mer n'était pas seulement un territoire. C'était un canal pour tout, des marchandises légitimes aux importations moins légitimes. Quiconque le contrôlait la moitié de l'économie souterraine de la ville. Maxime a poursuivi Morozov en se penchant en avant. Nous nous connaissons depuis longtemps. Il n'est pas nécessaire que cela devienne désagréable. Donnez votre prix, tout ce qu'il faudra pour que vous entendiez raison. J'ai regardé le reflet de Maxime dans la fenêtre derrière Morozov. Son expression n'avait pas changé, mais quelque chose dans la posture de ses épaules suggérait qu'il calculait, qu'il mesurait. Ces négociations duraient depuis 6 semaines, chaque réunion plus tendue que la précédente. La ville entière ressemblait à un baril de poudre attendant une étincelle. Tout a un prix, a insisté Morozov, prenant le silence de Maxime pour de la considération. Argent, territoire, opportunité commerciale. Je suis prêt à être généreux. Alors dites-moi, que faudra-t-il? La pièce retenait son souffle. J'ai même arrêté de taper, tout en gardant les yeux fixés sur l'écran. Dans ma vision périphérique, j'ai vu les doigts de Maxime tambouriner 1 fois, 2 fois contre la table en acajou. Un rare signe qui signifiait qu'il avait pris une décision. Dites le prix, a exigé Morozov. Sa voix plus dure maintenant. Mettons fin à cette impasse avant qu'elle ne devienne quelque chose que nous ne pourrons plus contrôler. Le tambourinement de Maxime s'est arrêté. Le silence s'est étiré si longtemps que je me suis demandé si quelqu'un allait le rompre. Puis je l'ai senti. Cette conscience particulière qui signifiait que quelqu'un me regardait. Pas le regard désinvolte d'homme si habitué à ma présence qu'il ne me considérait plus comme humaine, mais une attention ciblée. J'ai risqué un coup d'œil par-dessus mon ordinateur portable. Maxime me regardait droit dans les yeux. Mon cœur a raté un battement. En 9 ans, il m'avait regardé avec une réelle attention peut-être une douzaine de fois. J'étais un meuble pour lui, une fonction nécessaire, mais pas une personne.
Maintenant, ses yeux gris fixaient les miens avec une intensité qui m'a coupé le souffle. La secrétaire, a-t-il dit, sa voix calme et absolue. Les mots ne se sont pas enregistrés tout de suite. Je les ai entendus, mais mon cerveau ne pouvait pas traiter leur signification dans ce contexte. Autour de la table, j'ai vu une confusion similaire sur d'autres visages. Quoi? Ai demandé Morozov, le mot unique tranchant d'incrédulité. Le regard de Maxime est resté fixé sur le mien un instant de plus avant qu'il ne se retourne vers Morozov. Vous avez demandé mon prix. Le voilà. La secrétaire. Des rires ont éclaté autour de la table. Pas ceux des hommes de Maxime qui avaient appris depuis longtemps que leur patron ne plaisantait jamais pendant les négociations, mais ceux du côté de Morozov. Le son était cruel, méprisant. Tout ce à quoi je m'étais habitué dans ce monde d'hommes puissants qui voyaient les femmes comme décoratives au mieux et sans importance au pire. Vous plaisantez, a dit Morozov, bien que l'incertitude se soit glissée dans sa voix en étudiant l'expression inchangée de Maxime. Je ne plaisante jamais en affaires, a répondu Maxime. Vous voulez le front de mer? Très bien. En échange, elle vient avec moi. Mes doigts s'étaient figés sur le clavier. La partie logique de mon cerveau criait que je devais continuer à taper, maintenir ma façade professionnelle, prétendre que cela n'arrivait pas. Mais je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas penser au-delà de la réalité surréaliste que je venais d'être nommé comme paiement dans un conflit territorial entre des seigneurs du crime. Lisa travaille pour notre organisation depuis des années, a dit Dimitri prudemment. J'ai remarqué qu'il ne me regardait pas non plus, comme si reconnaître mon humanité rendrait cela plus compliqué. Elle gère des informations sensibles, connaît nos opérations sur le bout des doigts. Il y a sûrement un autre arrangement. C'est mon prix, a interrompu Maxime, toujours en regardant Morozov. Acceptez-le ou préparez-vous à la guerre. C'est votre choix. Le visage de Morozov était devenu rouge. Vous échangeriez le front de mer contre une secrétaire? À quel jeu jouez-vous, Petro? Aucun jeu. Vous vouliez un prix. Je l'ai donné. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle soit sortie plus faible que je ne l'avais prévu. Je ne suis pas une propriété à échanger. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. J'avais enfreint la règle cardinale, parlé sans y être invité. Mais quelque chose en moi avait craqué en m'entendant discuter comme une pièce d'échec, précieuse uniquement pour son positionnement stratégique. L'expression de Maxime n'a pas changé quand il m'a regardé à nouveau. Non, a-t-il convenu doucement. Vous ne l'êtes pas, c'est pourquoi ça marche. Morozov obtient ce qu'il veut. J'obtiens ce que je veux. Et vous, il a fait une pause, quelque chose d'illisible vacillant dans ses yeux. Vous obtenez un choix que vous n'avez pas eu depuis très longtemps. C'est absurde, a balbutié Morozov. Cette femme n'est rien. Une secrétaire qui prend des notes. Vous me dites qu'elle vaut toute l'opération du front de mer. Apparemment, pour moi, elle le vaut. La voix de Maxime est restée égale, presque ennuyée. Vous avez 48 heures pour décider. Le front de mer contre le transfert de Lisa à mon service direct. Voilà les conditions. Un service direct. Pour faire quoi exactement, ai-je demandé, trouvant du courage dans ma colère. 9 ans à ravaler mes mots, à rester silencieuse, à me faire petite. Quel rôle suis-je censé remplir qui vaille de renoncer à des millions de revenus? Maxime s'est tourné complètement vers moi pour la première fois. Et le poids de son attention totale était presque physique. Un rôle où vous comptez vraiment, a-t-il dit simplement. Où ce que vous savez, ce que vous voyez, ce que vous comprenez de tout ça, il a fait un geste vague vers la pièce. L'entreprise, l'empire entier, est réellement utilisé pour autre chose que taper des comptes rendus de réunions que personne ne lit. La vérité de ces mots m'a frappé plus fort que prévu. Il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que je comprenais bien plus que ce que l'on m'avait jamais crédité. Que j'avais passé 9 ans à regarder, à écouter, à relier des points que ces hommes étaient trop arrogants ou trop stupides pour voir. Vous ne pouvez pas être sérieux, a dit Dimitri. Mais sa voix manquait de conviction. Il regardait Maxime avec quelque chose qui approchait de la compréhension, comme si les pièces se mettaient en place. 48 heures, et répétait Maxime en se levant. Le mouvement était gracieux, contrôlé, signalant la fin de la réunion. Réfléchissez bien, Léonide. Cette offre ne se représentera pas. Alors que l'équipe de Maxime commençait à sortir, je suis resté figé sur ma chaise. Vitaly Knov, l'un des agents de sécurité, s'est arrêté près de la porte. « Mademoiselle Larissa,
Monsieur Petro aimerait que vous le rejoigniez. Ce n'était pas une demande. J'ai sauvegardé mes notes machinalement, j'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis levé sur des jambes qui semblaient déconnectées de mon corps. En passant devant Moratsov, j'ai senti son regard me parcourir, évaluant, calculant, essayant de comprendre ce que Maxime voyait et que lui avait manqué. « Ce n'est pas fini », a-t-il crié après moi, bien que je ne sois pas sûr s'il parlait à moi ou à la silhouette de Maxime qui s'éloignait. Le couloir à l'extérieur de la salle de conférence était heureusement vide. J'ai suivi Vitaly vers l'ascenseur de la direction, mon esprit tourbillonnant. Cela devait être un jeu de pouvoir élaboré, une tactique de négociation que j'étais trop inexpérimenté pour reconnaître. Maxime Petrov ne se souciait pas des secrétaires. Il reconnaissait à peine mon existence la plupart du temps. Les portes de l'ascenseur s'ouvraient directement sur le bureau privé de Maxime. C'était un espace immense de bois sombre et de fenêtres allant du sol au plafond, surplombant la ville. Il se tenait près de ces fenêtres maintenant, les mains jointes derrière le dos, regardant l'horizon qu'il contrôlait en partie. « Monsieur », ai-je commencé, ma formation professionnelle prenant le dessus malgré tout, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Vraiment? Il ne s'est pas détourné de la fenêtre. Vous êtes une femme intelligente, Lisa, peut-être la personne la plus intelligente dans cette pièce. Vous pouvez sûrement déduire mon raisonnement. J'ai posé soigneusement mon sac d'ordinateur pour gagner du temps pour réfléchir. Vous voulez marquer un point, montrer à Moratsov que vous valorisez des choses qu'il ne valorise pas, établir une sorte de domination psychologique. Partiellement vrai. Il s'est retourné alors et sous la meilleure lumière de son bureau, j'ai pu voir des détails que je n'avais jamais remarqués. La faible cicatrice le long de sa mâchoire, la façon dont son costume coûteux ne pouvait pas tout à fait cacher la tension dans ses épaules. Mais pas entièrement. Alors expliquez-le-moi, ai-je dit, la frustration perçant à travers mon calme soigneusement entretenu. Parce que de mon point de vue, je viens de devenir une monnaie d'échange dans une guerre dont je n'ai jamais demandé à faire partie. Quelque chose qui aurait pu être du respect a vacillé dans ses yeux. Vous faites partie de cette guerre depuis le jour où vous avez accepté ce travail, Lisa. Vous n'étiez simplement pas reconnue comme une joueuse. Il s'est dirigé vers son bureau, a versé 2 verres de ce que je savais être une vodka hors de prix, et en a glissé un vers moi. Moratsov acceptera mes conditions. Il n'a pas le choix. Le front de mer est trop précieux pour qu'il y renonce. Je n'ai pas touché le verre. Et ensuite, je suis transféré à votre service comme du matériel de bureau. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que vous cessez d'être invisible. Il a pris une gorgée mesurée de sa vodka. Vous cessez de vous asseoir dans des coins en prétendant ne pas comprendre les implications de ce que vous entendez. Vous cessez de vous limiter à taper et à classer parce que c'est le seul rôle que ces hommes peuvent concevoir pour une femme. Vous m'offrez quoi exactement? Une promotion? L'absurdité de la situation m'a fait rire. Un son sec qui a résonné dans le grand bureau. Je vous offre de la pertinence. Sa voix était calme mais ferme. Pendant 9 ans, vous avez été la personne la plus intelligente dans chaque pièce et tout le monde vous a traité comme du papier peint. Vous avez vu des accords se conclure, vu des schémas, compris des liens que mes analystes mettaient des semaines à établir. Ne pensez pas que je ne l'ai pas remarqué. Cet aveu m'a laissé sans voix. Il avait remarqué. Pendant tout ce temps, j'avais supposé que mes observations passaient complètement inaperçues. J'ai besoin de quelqu'un qui voit ce que je vois, a poursuivi Maxime. Quelqu'un qui comprend ce monde, mais n'est pas corrompu par l'ego ou l'ambition. Quelqu'un qui sait quand parler et quand écouter. Vous avez prouvé que vous êtes cette personne. En restant silencieuse et invisible pendant 9 ans, l'amertume s'est glissée dans mon ton. En restant en vie pendant 9 ans dans un environnement qui détruit la plupart des gens. Il a posé son verre. Savez-vous combien d'assistantes et de secrétaires ont travaillé pour divers membres de notre organisation pendant que vous étiez ici? Je le savais. Je les avais vus aller et venir. Des victimes pour avoir posé les mauvaises questions, en savoir trop, ou simplement être au mauvais endroit, au mauvais moment. 17. Maxime a répondu à sa propre question. Vous êtes toujours là parce que vous êtes assez intelligente pour comprendre les règles, assez disciplinée pour les suivre et assez perspicace pour savoir quand elles sont sur le point de changer. Ce sont des qualités rares, Lisa, surtout la dernière. J'ai finalement pris le verre de vodka
ayant besoin de faire quelque chose avec mes mains tremblantes. C'est insensé. Vous échangez le front de mer contre une secrétaire parce que vous pensez que je suis perspicace. J'échange le front de mer parce que je n'en ai plus besoin et parce que vous retirez de l'organisation de Morozov le paralyse d'une manière qu'il ne comprend pas encore. Le sourire de Maxime était froid, calculateur. Vous savez des choses sur ces opérations qui pourraient tout défaire. Vous avez été dans ces réunions, entendu ces discussions. Vous n'êtes pas seulement un atout, Lisa. Pour lui, vous êtes un passif qu'il n'a jamais correctement sécurisé. Les pièces se sont mises en place avec une clarté écœurante. Il ne s'agissait pas du tout de moi. Il s'agissait d'affaiblir Morozov, de retirer une source d'information tout en paraissant faire une concession ridicule. Je ne suis pas une espionne, ai-je dit fermement. Je ne vais pas trahir des confidences ou partager des informations, peu importe qui signe mes chèques de paie. Je sais. Sa réponse m'a surprise. C'est une autre raison pour laquelle je vous ai choisi. La loyauté n'est pas quelque chose que l'argent peut acheter. Pas la vraie. Vous avez prouvé votre intégrité et en restant silencieuse même quand parler aurait pu faire avancer votre position. Ça compte. J'ai bu la vodka d'un seul trait, la sentant brûler ma gorge. Vous me demandez de vous faire confiance. Je vous demande de vous faire confiance. Il s'est rapproché tout en maintenant une distance professionnelle. Je vous demande d'arrêter de cacher ce dont vous êtes capable. La question est de savoir si vous êtes assez courageuse pour sortir de l'ombre. Courageuse, le mot a fait vibrer quelque chose en moi. J'avais passé si longtemps à assimiler la survie à l'invisibilité que j'avais oublié à quoi ressemblait le courage. Mais être là, être vu, être réellement reconnu comme plus qu'une fonction, j'ai senti cette vieille peur familière lutter avec autre chose. La possibilité. Que se passe-t-il si je refuse, ai-je demandé? Si je dis que je veux rester où je suis? Maxime m'a étudié un long moment. Alors vous restez, je trouverai un autre moyen de gérer Morozov. Mais Larissa, il a fait une pause. Et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose de presque doux dans sa voix. Vous méritez mieux que de passer votre vie à vous faire petite pour le confort d'hommes plus petits. La vérité de ces paroles s'est installée en moi. J'ai pensé à Tatiana Loron, l'une des rares autres femmes qui travaillaient dans ces immeubles, toujours déférente, s'excusant toujours de prendre de la place. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais ravalé mes idées, enterré mes observations, me rendant pratique et non menaçante. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement. Vous avez 48 heures. Maxime est retourné à son bureau, la même échéance que Morozov. Quoi que vous décidiez, Larissa, sachez que je vous vois, je vous ai toujours vu. En quittant son bureau et en reprenant l'ascenseur pour descendre à l'étage administratif, mon reflet dans la porte polie montrait une femme que je reconnaissais à peine. Même cheveux sombres tirés en un chignon professionnel, même tailleur anthracite, même apparence discrète. Mais quelque chose dans mes yeux avait changé. Pendant 9 ans, j'avais cru que l'invisibilité me protégeait. Maintenant, on m'offrait la visibilité, la reconnaissance et tout le danger qui allait avec. La question était de savoir si j'étais prête à arrêter de me cacher. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis sorti dans le couloir familier, sachant que ce que je déciderais dans les 48 heures suivantes déterminerait non seulement ma carrière, mais tout mon avenir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mon appartement, un modeste 2 pièces dans un immeuble, loin des tours opulentes où vivaient des hommes comme Maxime Petrov et Leonid Morozov, semblait plus petit que d'habitude. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville se brouiller sous la pluie, rejouant chaque instant de cette réunion surréaliste. La secrétaire. Les mots résonnaient dans mon esprit, chargés d'implications que je commençais seulement à comprendre. Mon téléphone a vibré vers minuit. Un numéro inconnu, mais j'ai reconnu le format. Le même système utilisé pour toutes les communications internes de l'organisation. Le message était bref. Salle de conférence A, 9 heures du matin. Venez seul. Morozov. J'ai fixé l'écran, mon pouce s'accélérant. Il voulait me rencontrer directement, ce qui n'était jamais arrivé en 9 ans. J'aurais dû supprimer le message. J'aurais dû le signaler à quelqu'un. Au lieu de ça, je me suis surprise à répondre. J'y serai. La réponse est venue immédiatement. Phil Malling. La condescendance de ces 2 mots m'a fait serrer la mâchoire, mais j'avais accepté et reculer maintenant ne ferait que montrer de la faiblesse.
De plus, une partie de moi avait besoin de comprendre ce qu'il voyait en me regardant, ce qu'il pensait que je valais. Je suis arrivé au bureau tôt le lendemain matin, avant le personnel administratif, avant les cadres. Le bâtiment avait une qualité différente aux heures d'avant l'aube, tout en ombre et en écho. La vraie nature de ce qui se passait ici était moins soigneusement cachée. La salle de conférence A était au 15e étage, pas l'étage de la direction, mais pas tout à fait les étages de travail non plus. Un espace liminal pour des réunions qui n'existaient pas officiellement. Morozov était déjà là, debout près des fenêtres, un peu comme Maxime la veille. Mais là où Maxime avait semblé contemplatif, Morozov irradiait une énergie à peine contenue, comme un prédateur arpentant sa cage. Lis ça, dit-il sans se retourner. Ponctuel. J'apprécie ça. J'ai posé mon sac, mais je suis resté debout, gardant la table de conférence entre nous. Que voulez-vous, monsieur Morozov? Droit au but, j'aime ça aussi. Il s'est retourné et j'ai été frappé par son apparence différente dans ce contexte privé, moins théâtral, plus dangereux. Petro m'a mis dans une position intéressante. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Ne jouez pas à l'idiote. Vous êtes beaucoup de schisme, mais pas stupide. Il s'est rapproché et je me suis forcé à ne pas reculer. Il vous estime assez pour échanger le front de mer. C'est soit une stratégie brillante, soit une folie complète. Je dois savoir laquelle. Peut-être devriez-vous lui demander. Morozov a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Je vous le demande à vous, qu'est-ce que Maxime Petrov voit dans sa secrétaire qui vaille des millions de revenus? La question flottait entre nous, chargée de danger. Ma réponse révélerait à quel point je comprenais, à quel point j'étais prête à admettre. Il voit quelqu'un qui est attentif, et je dis prudemment. Quelqu'un qui comprend le contexte. Le contexte. Morozov a savouré le mot. Vous voulez dire que vous savez des choses. Vous avez été dans ces réunions, entendu des choses qui pourraient être précieuses pour la bonne personne. Voilà. La vraie raison de cette réunion. Il voulait savoir si je pouvais être retourné, si j'étais un atout qu'il pouvait s'approprier. Je sais que j'ai passé 9 ans à apprendre à me taire, ai-je répondu. C'est ce qui m'a maintenu en vie jusqu'à présent. En vie, mais invisible. Il était assez proche maintenant pour que je sente son eau de Cologne, chère et envahissante. Est-ce que vraiment ce que vous voulez? Continuer à être un meuble pendant que des hommes prennent des décisions sur votre avenir. Par opposition à quoi? Être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre? Par opposition à jouer votre propre jeu? La voix de Morozov a baissé. Je suis prêt à vous faire une offre, Larissa. Une meilleure offre que ce que Petro vous a promis. J'aurais dû m'y attendre. Bien sûr, il essayerait de me recruter pour retourner la manœuvre de Maxime contre lui. Je vous écoute. Restez avec mon organisation. Je doublerai votre salaire. Je vous donnerai un vrai titre, une autorité réelle. Vous ne prendrez pas seulement des notes, vous prendrez des décisions. Il a fait une pause. Et vous me direz tout ce que Maxime Petrov prépare. L'offre était tentante. Je ne pouvais pas le nier. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance, toutes les choses dont je m'étais convaincu qu'elles n'avaient pas d'importance. Mais le prix était clair. Trahir Maxime, devenir une espionne, échanger une forme d'emprisonnement contre une autre. Pourquoi, ai-je demandé? Pourquoi vous souciez-vous soudainement de ce que je pense, de ce que je sais? Vous m'avez ignoré pendant des années. Parce que Petro m'a forcé à vous regarder. Il y avait un respect réticent dans sa voix. Il a vu quelque chose que j'ai manqué. C'est inacceptable. Si vous êtes assez précieuse pour qu'il échange le front de mer, alors vous êtes assez précieuse pour que je vous garde. Garde. J'ai répété le mot, le laissant entendre comment il sonnait, comme une propriété. L'expression de Morozov s'est durcie. Ne prétendez pas que vous n'êtes pas une marchandise dans ce monde. Nous le sommes tous. La seule différence est le prix que nous commandons. Et quel est votre prix, ai-je défié? Qu'avez-vous échangé pour arriver là où vous êtes? Pendant un instant, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Peut-être un souvenir ou un regret. Puis c'était parti, remplacé par un calcul froid. Tout ce qui comptait, c'est pourquoi je reconnais quand quelqu'un d'autre est sur le point de faire la même erreur. Vous pensez qu'accepter l'offre de Maxime serait une erreur? Je pense que Petrov ne fait rien sans 3 niveaux de stratégie. Quel que soit le rôle qu'il vous offre, il sert d'abord ses propres objectifs. Morozov s'est approché de la table, s'est servi un café de la carafe que quelqu'un avait dû préparer plus tôt. Au moins avec moi, vous savez où vous en êtes.
Je vous offre une transaction claire, vos connaissances contre votre avancement. Et avec Maxime, vous passerez votre vie à vous demander à quel jeu vous jouez vraiment. Il a pris une gorgée, me regardant par-dessus le bord de la tasse. Il est plus dangereux que moi, Larissa, parce qu'il vous fait croire que vous avez des choix alors qu'en réalité, vous ne faites que suivre des chemins qu'il a déjà conçus. Cette évaluation était inconfortablement proche de mes propres craintes. Et si Maxime m'utilisait simplement comme une pièce dans un plan plus vaste? Et si cette soudaine visibilité n'était qu'une autre forme de manipulation? Je dois y réfléchir, ai-je dit, détestant mon ton incertain. Vous avez le temps. 48 heures jusqu'à ce que je doive répondre aux conditions de Petrov. Morazov a posé la tasse. Mais comprenez ceci, quel que soit votre choix, vous choisissez un camp. Il n'y a plus de terrain neutre. Pas après la réunion d'hier. Il m'a laissé là, seul dans la salle de conférence avec mes pensées tourbillonnantes. À travers les fenêtres, je pouvais voir le soleil se lever sur la ville, peignant tout en nuances d'or et d'ombre, beau et trompeur, comme tout le reste dans ce monde. Mon téléphone a vibré. Tatiana Laurent, l'une des rares personnes dans ce bâtiment que j'appellerais une amie, me demandait si je voulais prendre un café avant le début du travail. J'ai répondu par l'affirmative, reconnaissante de l'excuse pour échapper à mes propres pensées. Nous nous sommes retrouvés au café du rez-de-chaussée, un espace conçu pour le confort et la surveillance à parts égales. Tatiana avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. « Nuit difficile ?» ai-je demandé en prenant nos boissons. Marcus fait ses dents à nouveau. « Je n'ai pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis une semaine. » Elle a souri, mais c'était un sourire forcé. « Et toi? On dirait que tu as vu un fantôme. » J'ai presque ri de la litote. Quelque chose comme ça. Nous avons trouvé une table dans le coin, loin des autres arrivants matinaux. Tatiana m'a étudié avec l'inquiétude de quelqu'un qui avait appris à lire entre les lignes des façades soigneusement entretenues. C'est à propos de la réunion d'hier, n'est-ce pas? Les rumeurs se répandent déjà. Bien sûr qu'elles se répandaient. Dans une organisation comme celle-ci, l'information se déplaçait plus vite que les communications officielles. Que disent les gens? Que Petrov vous a échangé à Morazov contre le front de mer? Que vous êtes transféré? Qu'il y a eu une sorte de confrontation? Elle a baissé la voix. Larissa, que s'est-il vraiment passé? J'ai enroulé mes mains autour de ma tasse de café, sentant sa chaleur s'infiltrer dans mes doigts perpétuellement froids. Maxime m'a offert un poste différent. Morazov veut que je reste. J'ai 48 heures pour décider quel chemin prendre. Les yeux de Tatiana se sont écarquillés. Il te donne vraiment le choix. Apparemment, c'est sans précédent. Elle s'est penchée en avant. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. L'aveu ressemblait à un échec. Les deux options me terrifient. Rester invisible et en sécurité, ou entrer dans la lumière et devenir une cible. Tu n'as jamais été vraiment en sécurité ici, Lisa. Aucune de nous ne l'est. La voix de Tatiana portait le poids de l'expérience. La question est de savoir si tu es prête à risquer la visibilité pour une chance d'avoir quelque chose de plus. Plus quoi? Du pouvoir. Regarde où ça a mené tout le monde autour de nous. De l'autonomie, a-t-elle corrigé. La capacité de prendre des décisions au lieu de simplement les enregistrer. D'utiliser tout ce que tu as appris au lieu de l'enterrer. J'ai pensé à toutes les réunions auxquelles j'avais assisté. Toutes les observations que j'avais ravalées. Tous les moments où j'avais vu des solutions que personne ne demandait. 9 ans de suffocation intellectuelle enveloppée dans la sécurité de l'insignifiance. Que ferais-tu? Ai-je demandé. Tatiana est restée silencieuse un long moment. Je serais terrifiée, a-t-elle finalement dit. Mais je serais aussi curieuse. Maxime Petrov ne fait pas de mouvement imprudent. S'il pense que tu vaux le front de mer, il y a une raison. Peut-être qu'il est temps de découvrir de quoi tu es vraiment capable. Ces paroles m'ont accompagné tout au long de la journée, alors que je faisais mes tâches habituelles. Taper des noces de réunion, organiser des dossiers, maintenir la façade soignée de la normalité pendant que mon monde entier était en équilibre au bord de la transformation. Vers midi, Dimitri Ivanov s'est arrêté à mon bureau. Il n'avait jamais fait ça auparavant, communiquant toujours par email ou lors de brèves rencontres dans les salles de conférence. Larissa, dit-il, sa voix soigneusement neutre. Puis-je avoir un moment? J'ai désigné la chaise vide en face de mon bureau, hyper consciente des autres membres du personnel administratif qui faisaient semblant de ne pas regarder. Il s'est assis,
sa grande silhouette éclipsant le mobilier de bureau standard. Je voulais m'excuser pour hier, la façon dont nous avons parlé de vous comme si vous n'étiez pas dans la pièce. L'excuse inattendue m'a prise au dépourvu. Ce n'est rien. Si. Il a croisé mon regard directement. Je travaille avec Maxime depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais vu faire une offre comme celle-ci. Je pense que vous devriez le savoir. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que vous méritez de prendre une décision éclairée. Dimitri a jeté un coup d'œil autour de lui, s'assurant de l'intimité avant de continuer. Maxime voit des choses que le reste d'entre nous manque. Les gens pensent qu'il est froid, calculateur et laid, mais il est aussi juste d'une manière que ce monde permet rarement. S'il dit qu'il apprécie ce que vous apportez, il le pense. Et vous pensez que je devrais accepter son offre? Je pense que vous devriez faire confiance à votre instinct. Il vous a maintenu en vie jusqu'à présent. Il s'est levé, se préparant à partir. Pour ce que ça vaut, j'espère que vous choisirez de nous rejoindre. Nous pourrions utiliser quelqu'un qui n'a pas peur de voir clairement. Après son départ, je suis resté assise à regarder mon écran d'ordinateur, ne voyant plus les mots affichés. Tout le monde semblait avoir une opinion sur ce que je devrais faire, quel chemin je devrais prendre. La clarté transactionnelle de Morozov, l'encouragement de Tatiana vers l'autonomie, l'approbation discrète de Dimitri des intentions de Maxime, mais aucun d'eux ne pouvait prendre cette décision pour moi. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai demandé une réunion privée avec Maxime Petrov. La réponse est arrivée en quelques minutes. Son bureau, 19 heures. L'étage de la direction était calme quand je suis arrivé, la plupart du personnel étant parti depuis longtemps. Vitaly Knitz montait de la garde devant le bureau de Maxime, hochant la tête respectueusement en m'ouvrant la porte. Maxime se tenait à nouveau près de ses fenêtres, et je me suis demandé si c'était là qu'il venait pour penser, pour planifier, pour voir la ville qu'il contrôlait en partie de cette hauteur. « Lisa, dit-il sans se retourner, je commençais à me demander si vous viendriez. J'ai des questions. Je serais déçu si vous n'en aviez pas. » Il s'est retourné, désignant le coin salon plutôt que le bureau formel. Une petite reconnaissance de quelque chose de plus personnel que les affaires. J'ai pris le siège offert, rassemblant mon courage. Morozov m'a rencontré ce matin. Il m'a fait une offre. L'expression de Maxime n'a pas changé, mais quelque chose dans l'air a changé. Vraiment, il veut que je reste dans son organisation. Double salaire, autorité réelle, en échange d'informations sur vous. Malin. Maxime a versé 2 verres de vodka en glissant un vers moi comme il l'avait fait auparavant. Et vous y songez? Je songe à tout. J'ai pris le verre, mais je n'ai pas bu. J'ai besoin que vous me disiez la vérité, Maxime. Que voulez-vous vraiment de moi? Il s'est installé dans le fauteuil en face de moi, sa longue silhouette faussement détendue. Que pensez-vous que je veux? Je pense que vous voulez affaiblir Morozov en retirant un atout qu'il ne réalisait pas avoir. Je pense que vous voulez quelqu'un qui comprend les schémas, qui peut anticiper les mouvements avant qu'ils ne soient faits. Je pense que vous voulez utiliser ce que je sais. Tout est vrai, a-t-il convenu, mais incomplet. Alors complétez. Maxime a pris une gorgée mesurée de sa vodka. Je veux quelqu'un en qui je peux avoir confiance dans un monde bâti sur la trahison. Je veux une intelligence qui n'est pas corrompue par un agenda personnel. Je veux... Il a fait une pause. Et pour la première fois, j'ai vu de l'incertitude dans son expression. Je veux arrêter de gaspiller le potentiel. Mon potentiel. Le potentiel de tout le monde. Cette vie, cette entreprise, elle est conçue pour user les gens et les jeter. Vous l'avez vu se produire. Mince, vous l'avez documenté. Ses yeux ont rencontré les miens. Je vous offre quelque chose de différent. Pas la sécurité. Je ne peux pas le promettre. Pas le pouvoir au sens traditionnel, mais la pertinence, un but, la chance de vraiment compter. Pour vous. Ai-je clarifié? La chance de compter pour vous-même, a-t-il corrigé. Tout le reste en découle. J'ai finalement bu la vodka, ayant besoin de sa brûlure pour me recentrer. Pourquoi moi, Maxime? Vraiment, de toutes les personnes que vous auriez pu choisir, parce que vous êtes la seule qui ne veut rien de moi. Sa réponse était simple, dévastatrice dans son honnêteté. Tout le monde dans ma vie veut du pouvoir, de la protection, de l'avancement. Vous vouliez juste faire votre travail et qu'on vous laisse tranquille. Ce genre d'intégrité est rare, irremplaçable. Et vous êtes prêt à échanger le front de mer pour ça. Le front de mer est un territoire.
Le territoire peut être regagné. Il s'est légèrement penché en avant, mais quelqu'un qui voit clairement, qui comprend sans agenda, en qui on peut avoir confiance dans un monde de menteurs, ça vaut plus que n'importe quel lopin de terre. J'ai posé mon verre, mes mains plus stables maintenant. Si j'accepte, les choses vont changer. Morozov n'appréciera pas de perdre ce qu'il considère comme son atout. Non, il n'appréciera pas. C'est pourquoi j'ai besoin de votre réponse avant la fin des 48 heures. La voix de Maxime était calme, mais j'ai entendu l'urgence en dessous. Quoi que vous décidiez, Larissa, ce doit être votre choix. Pas parce que je vous force, pas parce que Morozov vous menace. Votre choix. Et si je choisis de partir, de vous quitter tous les deux, quelque chose qui aurait pu être de la douleur a traversé son visage. Alors vous partez. Je prendrai des dispositions pour votre sécurité. Je m'assurerai que vous avez les ressources pour recommencer ailleurs. Mais je ne vous poursuivrai pas. L'offre était plus que ce à quoi je m'attendais, plus de liberté que quiconque dans ce monde ne recevait généralement. Cela a rendu sa déclaration précédente sur la valorisation de mon autonomie authentique plutôt que stratégique. J'ai besoin de cette nuit, ai-je dit, pour réfléchir sans pression, sans que personne n'essaie d'influencer ma décision. Maxime a hoché la tête lentement. Vous avez jusqu'à midi demain. Quoi que vous décidiez, je le respecterai. Alors que je me levais pour partir, il a attrapé ma main doucement. Le contact était bref, professionnel, mais il a envoyé de l'électricité dans mon bras. Pour ce que ça vaut, dit-il doucement. J'espère que vous vous choisirez vous-même, quel que soit le chemin que cela mène. J'ai quitté son bureau avec ces mots résonnant dans mon esprit. Choisissez-vous vous-même. Une instruction si simple, mais que j'avais passé 9 ans à oublier comment faire. Cette nuit-là, je me suis assise à nouveau près de ma fenêtre, regardant la ville respirer en dessous. Quelque part dans ces lumières, Maxime Petrov planifiait ses prochains mouvements. Ailleurs, Léonid Morozov calculait les avantages. Et me voici, une secrétaire qu'ils avaient transformée en prix, essayant de me souvenir de qui j'étais avant d'apprendre à me rendre invisible. À l'aube, je connaissais ma réponse. Je suis arrivé au bureau de Maxime à 11h45, 15 minutes avant mon échéance. Vitali a ouvert la porte sans un mot, son expression stoïque habituelle ne laissant rien paraître. À l'intérieur, j'ai trouvé Maxime debout à son bureau, examinant des documents avec la même intensité concentrée qu'il apportait à tout. Il a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai vu la question dans ses yeux avant qu'il ne puisse la formuler. J'ai pris ma décision, et je dis, ma voix plus stable que je ne le sentais. Maxime a posé les papiers, me donnant toute son attention. Je vous écoute. J'accepte votre offre à 3 conditions. Quelque chose qui aurait pu être de l'approbation a traversé son visage. Nommez-les. J'avais passé toute la nuit à me préparer pour ce moment, comprenant que la façon dont je négocierais maintenant donnerait le ton pour tout ce qui suivrait. Premièrement, je veux une transparence totale sur ce que vous attendez de moi. Pas de jeu, pas d'agenda caché. Si je dois être utile, j'ai besoin de comprendre la situation dans son ensemble. D'accord. Deuxièmement, je garde mon propre appartement, mon propre espace. Quel que soit cet arrangement, je ne déménage pas dans un environnement contrôlé où chaque aspect de ma vie est surveillé. La mâchoire de Maxime s'est légèrement crispée. Le premier signe de résistance, ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question de sécurité. Si vous travaillez directement avec moi, vous devenez une cible. Alors augmentez la sécurité de mon immeuble. Mais j'ai besoin d'un endroit qui soit à moi, pas à vous. Il m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête lentement. Acceptable. Et la troisième condition, c'était la plus difficile, la limite que je devais établir clairement. Si jamais je vous dis que je veux partir, vous me laissez partir. Pas de menaces, pas de conséquences, pas de chasse à l'homme, mon choix reste le mien. Le silence qui a suivi s'est étiré si longtemps que je me suis demandé si j'avais dépassé les bornes. Mais quand Maxime a finalement parlé, sa voix portait un poids que je n'avais pas prévu. C'est la seule condition que je ne peux pas garantir entièrement. Il a levé une main alors que je commençais à protester. Pas parce que je veux vous contrôler, mais parce qu'une fois que vous serez pleinement intégré dans ce monde, il y aura peut-être des choses que vous saurez que d'autres tueraient pour posséder. Votre sécurité pourrait nécessiter une protection que vous considéreriez comme un emprisonnement. L'honnêteté était déguérisante, un rappel que cette décision ne concernait pas seulement l'emploi, mais modifiait fondamentalement ma position dans un écosystème dangereux.
Alors, promettez-moi ceci, ai-je dit. Promettez que si cela arrive, vous me direz toujours la vérité sur la raison. Pas de manipulation, pas de jolis mensonges sur le fait que c'est pour mon propre bien. J'ai besoin que vous me respectiez assez pour être honnête. Maxime a contourné le bureau, s'arrêtant juste assez près pour que je doive incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Je le promets. Transparence dans les deux sens, Lisa. Vous saurez toujours où vous en êtes. Alors, nous avons un accord. J'ai tendu la main. Formel, professionnel. Il l'a prise, sa poignée ferme et chaude. Bienvenue dans mon cercle restreint, pour ainsi dire. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous nous préparons pour la réunion de demain avec Morozov. Il a jusqu'à 17 heures pour répondre à mes conditions. Je m'attends à ce qu'il essaye de négocier, peut-être de faire une dernière tentative pour vous recruter directement. Il l'a déjà fait. J'ai admis, hier matin. Il a offert de doubler mon salaire et de me donner de l'autorité en échange d'informations sur vous. L'expression de Maxime n'a pas changé, mais j'ai senti la température dans la pièce chuter de plusieurs degrés. Et vous me dites ça parce que la transparence fonctionne dans les deux sens. Vous devriez savoir qu'il m'a approché et vous devriez savoir que j'y ai réfléchi. J'ai croisé son regard directement. J'ai choisi cette voie, imbécile, mais ce n'était pas ma seule option. Quelque chose de dangereux et de satisfait a vacillé dans ses yeux. Bien, n'oubliez jamais que vous avez des options, Lisa. Ça nous gardera tous les deux honnêtes. Le reste de la journée s'est passé en préparation. Dimitri m'a briefé sur les acteurs clés qui seraient à la réunion de demain, leur position, leurs réactions probables. Vitaly m'a fait passer en revue les nouveaux protocoles de sécurité, y compris l'équipe discrète qui surveillerait désormais mon immeuble. Nous serons invisibles, m'a assuré Vitaly, alors que je passais en revue les plans avec une inquiétude croissante. Vous ne nous remarquerez pas à moins qu'il y ait un problème. Et s'il y a un problème, son sourire était sinistre. Alors vous serez très contente que nous soyons là. Ce soir-là, en rentrant à mon appartement, j'ai immédiatement remarqué les changements. De nouvelles serrures sur la porte, des caméras subtiles dans le couloir, le vieux portier de l'immeuble remplacé par quelqu'un de plus jeune, plus sûr, clairement militaire. Mon téléphone a vibré alors que je fermais la porte. Maxime, trop. J'ai répondu. Je m'adapterai. Sa réponse est venue rapidement. C'est sur ça que je compte. La réunion du lendemain était prévue pour 14 heures. Territoire neutre dans un club exclusif que ni Maxime ni Morozov ne possédaient, mais qu'ils utilisaient tous les deux pour des négociations sensibles. Je me suis habillé avec soin, choisissant un tailleur anthracite qui projetait l'autorité sans ostentation. Si je devais cesser d'être invisible, je devais avoir l'air du rôle. La voiture de Maxime est venue me chercher à 13h30. Il était déjà à l'intérieur, examinant des notes sur sa tablette. Il a levé les yeux alors que je m'installais sur le siège en cuir, son regard parcourant mon apparence avec une évaluation professionnelle. « Vous avez l'air prête, dit-il simplement. « Je ne me sens pas prête. Bien. » L'excès de confiance est dangereux. Il a mis la tablette de côté. Morozov essaiera de vous parler directement. Il le fera paraître décontracté, amical même. Mais chaque mot sera calculé pour vous faire douter de votre choix. Comment voulez-vous que je réponde? Comme vous le jugerez approprié. Sa réponse m'a surprise. Vous n'êtes pas ma marionnette, Lisa. J'apprécie votre jugement. Utilisez-le. Le club était élégant de cette manière discrète qui criait le vieil argent et le pouvoir encore plus ancien. On nous a escortés jusqu'à une salle à manger privée où Morozov attendait déjà, flanqué de ses propres conseillers. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur moi, cataloguant chaque détail. « Lisa, dit-il en se levant à notre entrée, vous avez l'air différente. Je suis la même personne qu'il y a 2 jours. » L'êtes-vous? Son sourire était entendu. Je me demande. Maxime m'a guidé vers un siège en face de Morozov, se positionnant à côté de moi plutôt qu'en bout de table. Le symbolisme n'a échappé à personne dans la pièce. Cette négociation me concernait, et il le reconnaissait ouvertement. « Devons-nous commencer ?» a demandé Maxime son ton professionnel. « Certainement. » Morozov s'est calé dans sa chaise, projetant une confiance décontractée. « J'ai examiné vos conditions, Petrov, le front de mer pour votre secrétaire. C'est une proposition intéressante et je suis prêt à accepter avec une modification. Voilà la contre-proposition dont on m'avait averti. » J'ai gardé mon expression neutre alors que Morozov continuait. «
Larissa vient avec moi pour une période d'essai, 6 mois. Si après ce temps, elle choisit de rejoindre votre organisation, le front de mer est à vous. Si elle choisit de rester, l'accord est nul. C'était malin, je devais l'admettre. Il pariait que 6 mois sous son autorité directe me feraient voir son offre comme supérieure. Ou peut-être pariait-il qu'il pourrait extraire assez d'informations pendant ce temps pour compenser la perte du front de mer. Non, a dit Maxime catégoriquement. Vous n'allez même pas y réfléchir? Morozov a feint la surprise. Je lui donne un choix. N'est-ce que pas ce que vous prétendez valoriser? Un choix fait sous votre influence n'est pas un vrai choix, par opposition au choix qu'elle fait sous la vôtre. Le regard de Morozov s'est tourné vers moi. Qu'en pensez-vous, Lisa? Avez-vous peur de passer 6 mois à travailler pour moi? Peur que vous trouviez ça préférable? Tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi. C'était le moment dont on m'avait averti. Morozov essayant de semer le doute pour me faire remettre en question les motivations de Maxime. Je pouvais rester silencieuse. Laisser Maxime gérer. Ce serait le choix sûr. Au lieu de ça, je me suis légèrement penché en avant. Je pense que votre offre est conçue pour ressembler à la liberté, tout en étant en réalité une autre forme de contrôle. Vous pariez que dans 6 mois, vous pourrez me manipuler pour que je vous choisisse, ou à défaut, que vous aurez extrait assez d'informations pour que la perte du front de mer en vaille la peine. Le sourire de Morozov s'est élargi. Fil maligne. Vous avez bien appris. J'ai été attentive pendant 9 ans, ai-je répondu. C'est exactement pourquoi j'ai déjà fait mon choix. Je ne suis pas intéressé par une période d'essai. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Morozov. Peut-être du respect ou peut-être de la colère. Vous êtes certaine? Parce qu'une fois cet accord finalisé, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis certaine. Il m'a étudié un long moment, puis a tourné son regard vers Maxime. Vous l'avez bien formée? Ou peut-être qu'elle a toujours été aussi clairvoyante et que nous l'avons tous manqué. La seconde option, a dit Maxime doucement, c'est pourquoi elle est précieuse. Morozov a soupiré, un son théâtral qui ne masquait pas tout à fait son irritation. Très bien, les conditions initiales sont maintenues. Le front de mer me revient. Lisa vous revient. Nous aurons besoin de 48 heures pour préparer les papiers. D'accord. Alors que la réunion se poursuivait avec des détails techniques sur le transfert, j'ai senti la réalité de ma décision s'installer en moi. J'avais choisi Maxime, choisi la visibilité, choisi d'entrer dans un rôle que je ne comprenais pas encore entièrement. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Vers la fin de la réunion, alors que les gens commençaient à rassembler leurs affaires pour partir, Morozov s'est levé et a contourné la table vers moi. Vitaly s'est tendu, mais Maxime a levé une main légèrement, autorisant l'approche. « Puis-je avoir un mot ?» a demandé Morozov, son ton presque doux. J'ai jeté un coup d'œil à Maxime, qui a hoché la tête une fois. Nous nous sommes écartés sur le côté de la pièce, assez loin des autres pour créer une illusion d'intimité. « Je veux que vous sachiez quelque chose, » a dit Morozov doucement. « Ce que Petrov vous offre, cette visibilité, ce pouvoir, ça a un coût. Vous ne serez plus jamais juste vous-même. Vous serez toujours son atout, sa conseillère, sa responsabilité. Est-ce vraiment la liberté que vous voulez? Quelqu'un est-il vraiment libre dans ce monde? Ai-je contre-attaqué? Nous servons tous quelque chose ou quelqu'un. Vrai, mais au moins avec moi, vous sauriez exactement ce que vous échangez. Petro vous fait croire que vous avez le choix, alors qu'en réalité, vous ne faites qu'accepter une cage différente. J'ai pensé à ces mots, aux services de sécurité qui surveillaient maintenant mon appartement, aux façons dont ma vie avait déjà changé. Peut-être, mais au moins c'est une cage où les gens me voient pour ce que je suis, plutôt que pour ce qu'ils supposent que je devrais être. L'expression de Morozov s'est adoucie presque imperceptiblement. Vous savez, si les circonstances étaient différentes, je pense que nous aurions bien travaillé ensemble. Vous avez de l'acier en vous, Larissa. Ne laissez personne l'émousser. Je n'en ai pas l'intention. Bien. Il a tendu la main. Alors je suppose que c'est un adieu. Ou peut-être jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau dans une autre négociation. J'ai serré sa main, sentant la finalité du geste. Quand il m'a relâché et est retourné de son côté de la pièce, j'ai compris qu'un pont avait été franchi. Je n'étais plus un territoire neutre, plus invisible. J'étais explicitement aligné avec Maxime Petrov, avec toute la sécurité et le danger que cela impliquait. Le trajet du retour fut silencieux.
Maxime travaillait sur sa tablette pendant que je regardais par la fenêtre, traitant tout ce qui venait de se passer. Alors que nous nous arrêtions devant son immeuble, il a finalement parlé. Vous avez bien géré ça. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Vous vous attendiez à moins. Je m'attendais à plus de prudence. Vous avez été audacieuse avec Moratsov. N'aurais-je pas dû l'être? Maxime a souri, une rare et authentique expression. Non, vous devriez absolument continuer à être audacieuse. C'est rafraîchissant. Nous avons pris l'ascenseur privé jusqu'à son bureau où Dimitri attendait avec des dossiers et des contrats. Les 3 heures suivantes ont été passées à examiner la documentation, à signer des accords, à comprendre exactement ce que mon nouveau rôle impliquerait. Vous serez officiellement répertorié comme conseillère stratégique principale, a expliqué Dimitri, en faisant glisser un contrat sur le bureau. C'est assez vague pour englober tout ce dont Maxime a besoin, assez spécifique pour vous donner de l'autorité si nécessaire. J'ai parcouru le document, notant le salaire qui était le triple de ce que je gagnais. Les avantages sociaux qui incluaient la sécurité comme un poste à part entière. C'est généreux. C'est approprié, a corrigé Maxime. Vous travaillerez directement avec moi sur des décisions qui affectent toute l'organisation. Vous devriez être rémunéré en conséquence. En signant le contrat final, rendant tout officiel, j'ai senti le poids du moment. 9 ans comme un meuble invisible et maintenant ça. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé en posant le stylo. Maintenant, nous vous intégrons correctement. Maxime s'est levé, se dirigeant vers les fenêtres. Vous devrez rencontrer les chefs de département, comprendre l'étendue complète de nos opérations. Vous assisterez à toutes les réunions stratégiques, non pas comme preneuse de notes, mais comme participante. Et vous aurez besoin d'une formation. Formation, protocoles de sécurité, évaluation des menaces, comment naviguer dans ce monde à un niveau que vous n'avez pas encore connu. Il s'est tourné vers moi. Vous n'êtes plus en arrière-plan, Lisa. Vous êtes sous les projecteurs, et cela nécessite un ensemble de compétences différents. La réalité de la situation était intimidante. Mais alors que je me tenais là, dans le bureau de Maxime, officiellement sa conseillère stratégique principale, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La possibilité. L'avenir était incertain, probablement dangereux, mais il m'appartenait de le façonner. Quand commençons-nous? Ai-je demandé. Le sourire de Maxime était léger mais approbateur. Demain. Ce soir, reposez-vous. Votre ancienne vie se termine à minuit. Demain, nous construirons la nouvelle. En quittant le bâtiment ce soir-là, escorté discrètement par Vitaly jusqu'à ma voiture, j'ai aperçu mon reflet dans le marbre poli du hall. Le même visage, la même personne, mais se tenant différemment, regardant le monde avec de nouveaux yeux. J'avais fait mon choix. Maintenant, je devais apprendre à vivre avec. Ma première semaine en tant que conseillère stratégique principale de Maxime a été comme apprendre à respirer dans une atmosphère différente. Tout ce que j'avais observé depuis l'ombre pendant 9 ans a pris de nouvelles dimensions quand on attendait de moi que je contribue plutôt que de simplement enregistrer. Le matin après la finalisation de notre accord, Dimitri est arrivé à mon appartement à 7 heures du matin avec du café et un ordre du jour qui m'a donné le vertige. Premier point, dit-il en s'installant dans ma petite cuisine comme si c'était une salle de guerre. Briefing des départements. Vous devez comprendre chaque aspect des opérations, pas seulement les morceaux que vous avez vus dans les réunions. Nous avons commencé par les entreprises légitimes, la société d'importation qui servait de principale façade, les biens immobiliers, des portefeuilles d'investissement. Puis nous sommes passés au territoire gris, la société de conseil en sécurité, qui était en fait une armée privée, la société de logistique qui déplaçait plus que des marchandises illégales, le réseau de restaurants et de clubs qui servait de centre d'information. Vous avez documenté la plupart de ces choses au fil des ans, a noté Dimitri en observant attentivement mon visage. Mais la documentation est différente de la compréhension des implications stratégiques. Je comprends plus que vous ne le pensez, ai-je répondu en sortant des dossiers sur mon ordinateur portable. Par exemple, le calendrier d'expédition des importations correspond étrangement bien aux augmentations de la présence policière sur les quais. Quelqu'un donne des informations aux forces de l'ordre. Les sourcils de Dimitri se sont levés. J'ai remarqué ça il y a 3 ans. Je l'ai inclus dans un rapport trimestriel que personne n'a lu. Il est resté silencieux un moment, puis a ri
un son que j'avais rarement entendu de sa part. Maxime avait raison à votre sujet. Combien d'autres observations sont enfouies dans des rapports que personne n'a pris la peine de lire? Plus que je ne peux en compter. Au cours des heures suivantes, je lui ai expliqué les schémas que j'avais identifiés mais jamais partagés. La corrélation entre certaines réunions et les accidents ultérieurs impliquant des concurrents, la façon dont l'argent circulait dans nos entreprises légitimes pour masquer ses origines, les réseaux de loyauté et d'obligation qui maintenaient l'organisation ensemble. Ça, a dit Dimitri en montrant mon analyse des structures de pouvoir interne, c'est exactement ce dont Maxime a besoin. Vous voyez l'organisation comme un système, pas seulement des pièces individuelles. C'est comme ça que je l'ai toujours vu. Personne n'a demandé avant, il demande maintenant. Cet après-midi-là a eu lieu ma première réunion stratégique en tant que participante plutôt que secrétaire. La salle de conférence était la même où Morazov avait fait ses demandes sur le front de mer quelques jours auparavant, mais ma position avait changé, passant du coin avec mon ordinateur portable à un siège à la table à côté de Maxime. L'inconfort était immédiat et évident. 6 chefs de département, tous des hommes qui s'étaient habitués à m'ignorer, devaient maintenant reconnaître ma présence en tant qu'égal. La tension était palpable. « Devons-nous commencer ?» a demandé Maxime, son ton indiquant clairement que quiconque avait un problème avec le nouvel arrangement pouvait partir. La réunion portait sur l'expansion dans de nouveaux territoires, en particulier des quartiers qui avaient traditionnellement été des terrains contestés entre les organisations. Alors que divers chefs exposaient leur stratégie, j'ai remarqué les mêmes schémas que j'avais vus pendant des années. Des approches agressives qui privilégiaient la domination sur la durabilité. Des gains à court terme qui ignoraient les conséquences à long terme. « Vous n'êtes pas d'accord », a dit Maxime, sans me regarder, mais sentant clairement ma réaction. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. J'avais passé 9 ans sans parler dans ces réunions. De vieilles habitudes me criaient de me soumettre, de m'excuser, de me replier dans l'invisibilité. Au lieu de ça, je me suis légèrement penché en avant. La stratégie se concentre trop sur la confrontation. Vous gagnerez les territoires, mais vous créerez des ennemis qui passeront des années à essayer de les reprendre. Il y a une approche différente. Laquelle? Le chef de la sécurité, Victor Orlov, semblait sceptique. J'ai sorti des dossiers sur ma tablette, les projetant sur l'écran de la pièce. Ces quartiers ont des entreprises qui luttent contre les rackets de protection de plus petites organisations. Au lieu de nous battre pour le contrôle, nous offrons de meilleures conditions. Une protection qui protège vraiment, des frais raisonnables, des services légitimes. Nous ne prenons pas le territoire, on nous y invite. C'est faible, a ricané Victor. Ce business demande de la force. La force sans stratégie n'est que de la violence, ai-je répondu, en gardant ma voix égale. La violence crée des cycles de représailles. Le positionnement stratégique crée la loyauté. Maxime me regardait avec cette concentration intense que j'avais commencé à reconnaître. Continuez. J'ai exposé un plan que j'avais développé dans ma tête depuis des années, sans jamais m'attendre à le formuler. Au lieu de nous imposer dans des quartiers contestés, nous identifierions les opérateurs actuels les plus oppressifs et soutiendrions discrètement les entreprises locales pour leur résister. Lorsque ces opérations s'effondreraient inévitablement sous la pression combinée, nous serions là pour combler le vide, mais en tant que protecteurs plutôt que conquérants. C'est plus lent, ai-je admis, mais c'est durable. Et ça nous positionne comme le choix raisonnable plutôt que comme une autre menace. La pièce était silencieuse. Puis Dimitri a hoché la tête lentement. Ça pourrait marcher. Nous devrions identifier les bons quartiers, le bon moment. Je l'ai déjà fait. J'ai sorti un autre dossier. Celui-ci contenait des analyses détaillées de 3 quartiers où les conditions étaient parfaites pour cette approche. Ces endroits ont des entreprises prêtes à se révolter contre les schémas de protection actuels. De petits investissements aux bons endroits feraient pencher la balance. Maxime s'est penché en arrière. Quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction a traversé son visage. Mettez-le en œuvre. Commencez par le premier quartier. Victor, vous travaillerez avec Lisa sur ce projet. L'expression de Victor montrait clairement ce qu'il pensait de recevoir des ordres d'une ancienne secrétaire, mais il a hoché la tête avec raideur. Alors que la réunion se poursuivait, j'ai senti le changement de dynamique. Je n'étais pas seulement autorisé à parler. Ma contribution était attendue, valorisée. C'était épuisant.
Après la fin de la réunion, Maxime m'a fait signe de rester alors que les autres sortaient. Une fois que nous étions seuls, il s'est dirigé vers les fenêtres, sa position de réflexion habituelle. Vous planifiez cette stratégie depuis un moment, a-t-il observé. Des années. Depuis que j'ai commencé à remarquer le schéma des conflits territoriaux qui ne se résolvaient jamais vraiment. Et vous ne l'avez jamais mentionné. Parce que, parce que personne n'a demandé et parce que suggérer des changements stratégiques semblait au-dessus de ma position. J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. Aussi parce que je n'étais pas sûr de vouloir être plus impliqué dans ce monde que ce qui était absolument nécessaire. Il s'est tourné vers moi. Et maintenant, je n'ai plus le luxe de la distance. J'ai croisé son regard. Si je dois faire ça, je vais le faire correctement. Ça veut dire utiliser réellement tout ce que je sais, tout ce que j'ai observé, même quand ça vous mène en conflit direct avec des gens comme Victor. Surtout à ce moment-là. Il fonctionne à l'instinct et à la tradition depuis 20 ans. Quelqu'un doit remettre en question ses hypothèses. Maxime a souri, une rare et authentique expression. Vous vous installez dans ce rôle plus vite que je ne l'attendais. Est-ce un compliment ou une préoccupation? Les deux. Il s'est rapproché. Cette intensité dans son regard qui me coupait toujours un peu le souffle. Vous êtes doué pour ça, Lisa. Mieux que vous ne le réalisez probablement. Mais cette compétence vous rend précieuse. Et les choses précieuses attirent l'attention. Une attention dangereuse. J'en suis consciente. L'êtes-vous? Il était assez proche maintenant pour que je voie la faible cicatrice le long de sa mâchoire. Remarquez la nuance exacte de gris dans ses yeux. Parce que j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. La protection que je vous offre ne se limite pas aux services de sécurité et aux voitures blindées. Il s'agit de vous rendre intouchable par association. Mais cela ne fonctionne que si les gens croient que vous êtes vraiment à moi. Le langage possessif aurait dû me déranger. Au lieu de ça, j'ai ressenti un étrange frisson face à la certitude de sa voix. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous devons être vus ensemble, pas seulement dans les réunions, mais socialement. Vous devez être reconnu comme faisant partie de mon cercle intime, pas seulement comme une employée. J'ai pensé aux implications. Vous voulez que les gens pensent que nous avons une liaison. Je veux que les gens pensent que vous êtes sous ma protection d'une manière qui compte. S'ils vous voient comme une simple conseillère, vous êtes vulnérable. S'ils vous voient comme quelque chose de plus personnel, il a laissé sa phrase en suspens, me laissant compléter la pensée. Alors m'attaquer devient vous attaquer directement. Exactement. C'était stratégique, je le comprenais. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait qui suggérait que ce n'était pas entièrement calculé. Ou peut-être que je lisais trop dans des yeux gris intenses et des mots soigneusement choisis. À quoi ça ressemble en pratique, ai-je demandé. Des dîners, des événements, être vus ensemble dans des contextes qui suggèrent l'intimité. Pas fabriqué, mais suggestif. Il a fait une pause. J'ai besoin que vous soyez à l'aise avec ce niveau de visibilité. J'ai passé 9 ans à éviter la visibilité. Je sais, c'est pourquoi je demande plutôt que de supposer. La considération dans son ton, la façon dont il continuait à me donner des choix même quand nous savions tous les deux la nécessité stratégique, a fait naître quelque chose de chaleureux en moi. Dangereux, cette chaleur. Dangereux de commencer à ressentir autre chose qu'un respect professionnel pour un homme qui opérait dans l'ombre et contrôlait par des mouvements calculés. Je m'en sortirai, ai-je dit finalement. Bien que je doive vous avertir que mes compétences sociales sont rouillées après des années à être un meuble. Son rire était inattendu, authentique. Je vous ai vu gérer Morozov et Victor dans la même semaine. Je pense que vous vous en sortirez bien. Le reste de cette semaine s'est transformé en un cours intensif sur la visibilité. Dimitri m'a guidé à travers le paysage social de notre organisation et de ses alliés. Qui comptait? Qui était dangereux? En qui pouvait-on avoir confiance dans des limites soigneusement définies? Vitali m'a entraîné au protocole de sécurité jusqu'à ce que je puisse identifier les menaces et planifier des stratégies de sortie sans y penser consciemment. Et Maxime était une présence constante, pas envahissante, mais disponible, vérifiant mes progrès, répondant aux questions que j'avais eu peur de poser pendant des années, partageant occasionnellement des observations qui révélaient des profondeurs que je n'avais jamais soupçonnées. Vous avez étudié l'économie, ai-je dit un soir alors que nous examinions les rapports financiers dans son bureau.
La plupart du bâtiment s'était vidé des heures auparavant, mais nous avions pris l'habitude de travailler tard lorsque le chaos de la journée s'était enfin calmé. Au MIT, avec une bourse complète, il n'a pas levé les yeux de la feuille de calcul qu'il annotait. J'ai énormément déçu mon père en choisissant les affaires plutôt que la tradition familiale du droit. Votre père était avocat, procureur de district en fait, très passionné par la justice. Le sourire de Maxime était amer. Il aurait été horrifié par ce que je suis devenu. C'était de l'information la plus personnelle qu'il ait jamais partagée. Et je me suis retrouvé avide d'en savoir plus. Que lui est-il arrivé? Mort quand j'avais 23 ans. Crise cardiaque officiellement. Bien que j'ai toujours soupçonné que le stress de découvrir les véritables activités de son fils y ait contribué. La culpabilité dans sa voix était subtile, mais indéniable. J'ai posé mon stylo. Vous pensez qu'il savait? Je pense qu'il soupçonnait et a choisi de ne pas savoir avec certitude. Plus facile que d'affronter la réalité que son fils construisait un empire exactement dans les ombres qu'il avait passé sa carrière à combattre. Maxime a finalement levé les yeux, croisant les miens. Nous avons tous des prix à payer pour nos choix, Lisa. Le sien a été de mourir déçu de moi. Et le vôtre? Porter cette déception, sachant que tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis devenu, lui aurait brisé le cœur. La vulnérabilité de son aveu m'a surprise. Ce n'était pas le chef de la mafia froid et calculateur que tout le monde craignait. C'était un homme qui avait choisi le pouvoir plutôt que l'approbation et qui ressentait encore le poids de ce choix. Pourquoi me dites-vous ça? Ai-je demandé doucement. Parce que vous devriez savoir pour qui vous travaillez, pas seulement la version publique ou la version professionnelle, mais la personne. Il s'est penché en arrière, ce masque soigneusement contrôlé se remettant en place. Vous me confiez votre avenir. Il est juste que je vous confie mon passé. Quelque chose a changé entre nous à ce moment-là. Une frontière franchie qui n'existait pas auparavant. Nous n'étions plus employeurs et employés, plus maintenant. Nous étions deux personnes qui s'étaient choisies dans un monde qui n'encourageait pas la confiance. Et ce choix exigeait l'honnêteté. Merci, ai-je dit, le pensant plus qu'il ne le réalisait probablement. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Pendant 9 ans, j'ai été invisible par nécessité. Maintenant, je suis vu, et c'est terrifiant et libérateur à la fois. L'expression de Maxime s'est adoucie. Vous avez toujours été visible pour moi, Elissa. Je ne pouvais simplement rien y faire jusqu'à ce que les circonstances s'alignent. L'aveu a répandu une chaleur dans ma poitrine, dangereuse et bienvenue. Je me suis levé, ayant besoin de distance pour traiter les implications. Je devrais y aller. Réunion matinale demain avec Victor sur l'initiative de quartier. Comment ça se passe? Il déteste recevoir des instructions de ma part, mais il est assez professionnel pour mettre en œuvre la stratégie correctement. J'ai rassemblé mes affaires. Nous verrons des résultats d'ici 1 mois si l'analyse est correcte. Elle le sera. Sa certitude était absolue. Vous ne faites pas d'erreur avec les données. Alors que je me dirigeais vers la porte, sa voix m'a arrêté. Larissa, je me suis retourné. Vous n'êtes plus seul dans cette affaire. Quoi qu'il arrive, quels que soient les défis, vous avez du soutien maintenant. Souvenez-vous de ça. La promesse s'est installée en moi comme une chaleur après le froid. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix, et je suis parti avant de dire quelque chose que je regretterais. La descente en ascenseur m'a donné le temps de réfléchir. Je tombais amoureuse de lui, ai-je réalisé, avec un mélange d'horreur et d'inévitabilité. Tombée amoureuse d'un homme qui opérait dans l'ombre, qui avait construit un empire sur la violence calculée et la manipulation stratégique. Un homme qui me voyait vraiment d'une manière que personne n'avait jamais fait. C'était la pire complication possible, et je ne semblais pas pouvoir m'en empêcher. 3 semaines après mon nouveau rôle, la première vraie crise a éclaté. J'étais dans le bureau de Maxime en train d'examiner les résultats préliminaires de l'initiative de quartier lorsque Dimitri a fait irruption sans frapper, son visage normalement composé tendu par la tension. « Nous avons un problème », dit-il en se dirigeant déjà vers le moniteur sécurisé sur le mur. « Une de nos livraisons a été interceptée. 30 millions de produits disparus. » L'expression de Maxime n'a pas changé, mais j'ai senti la température dans la pièce chuter. Où? Autorité portuaire. Quelqu'un les a prévenus du conteneur exact, du timing exact. Dimitri a affiché des images de sécurité montrant des agents fédéraux envahissant notre entrepôt. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un à l'intérieur leur a tout donné. Mon esprit parcourait déjà les possibilités,
cataloguant les changements de personnel récents, les comportements inhabituels, quiconque ayant l'accès et la motivation pour trahir l'organisation. Mais les mots suivants de Maxime m'ont glacé. Verrouiller le bâtiment. Personne ne sort jusqu'à ce que nous identifions la fuite. Maxime, ai-je commencé, mais il m'a coupé d'un regard. C'est 30 millions de pertes et une enquête fédérale qui pourrait défaire des années de couverture soigneusement entretenues. Quelqu'un dans cette organisation nous a vendu. Nous le trouvons. Nous en faisons un exemple où cela se reproduira. La finalité froide de sa voix m'a rappelé avec force ce qu'il était, le monde que j'avais choisi d'intégrer. Ce n'était pas une crise d'entreprise à gérer avec des politiques de ressources humaines et des relations publiques prudentes. C'était de la survie par la peur et le contrôle absolu. J'ai besoin de tous ceux qui avaient accès aux informations de cette livraison dans la salle de conférence dans 20 minutes. Maxime a continué, son ton indiquant clairement que ce n'était pas une demande. Dimitri, apportez les dossiers de tout le personnel impliqué dans l'opération. Alors que Dimitri partait exécuter les ordres, je suis resté là, à traiter les implications. Vous allez les interroger. Je vais trouver le traître. Et ensuite, j'avais besoin de l'entendre le dire. J'avais besoin de comprendre exactement de quoi je faisais partie. Maxime a croisé mon regard directement. Ensuite, je m'assurerai qu'il ne trahisse plus jamais personne. C'est le monde dans lequel nous opérons, Larissa. La trahison a des conséquences, parfois mortelles. Il n'a pas bronché face à cet aveu. Est-ce que ça va être un problème pour vous? Ça aurait dû l'être. Chaque instinct cultivé au fil des années pour essayer de maintenir une certaine distance morale avec cette entreprise criait que ça devrait l'être. Mais j'ai pensé aux 30 millions de pertes, l'enquête fédérale qui pourrait faire tomber toute l'organisation, à tous ceux qui dépendaient de l'empire de Maxime pour leur subsistance. Non, ai-je dit doucement. Mais je veux être là quand vous les interrogerez. La surprise a traversé son visage. Pourquoi? Parce que j'ai passé 9 ans à observer ces gens. Je pourrais voir des choses que vous manquez. Il m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête lentement. D'accord, mais Lisa, ça ne va pas être agréable. Je ne pensais pas que ça le serait. La salle de conférence se remplissait déjà quand nous sommes arrivés. La tension était palpable dans l'air alors que les gens essayaient de comprendre pourquoi ils avaient été convoqués. Vitaly montait la garde à la porte, sa présence indiquant clairement que partir n'était pas une option. Maxime a pris sa place en bout de table et je me suis assise à côté de lui, parfaitement consciente de chaque regard qui suivait ma présence. C'était différent des réunions stratégiques. C'était un jugement et j'étais publiquement aligné avec le juge. Il y a 3 heures, a commencé Maxime, sa voix portant ce calme dangereux que j'avais appris à reconnaître. Un raid fédéral a saisi l'une de nos plus précieuses livraisons. Quelqu'un dans cette pièce a fourni les informations qui ont rendu ce raid possible. Les dénégations sont venues immédiatement, un cœur de protestation et de choc. Mais je regardais les visages, cherchant les signes que j'avais appris à repérer au fil des années d'observation. La plupart des gens avaient l'air vraiment confus ou en colère. Quelques-uns semblaient nerveux, mais cela pouvait être simplement la peur d'être faussement accusé. Puis je l'ai vu. Mikhail Petrov, l'un des coordinateurs logistiques, n'avait pas l'air confus ou en colère, ni même particulièrement nerveux. Il avait l'air résigné. Mikhail, ai-je dit doucement, interrompant la déclaration véhémente de loyauté de quelqu'un. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de Mikhail ont rencontré les miens et j'y ai vu la confirmation avant qu'il ne détourne le regard. Vous avez envoyé des informations au FBI, ai-je continué en gardant ma voix égale. Pas seulement sur cette livraison. Vous leur donnez des détails depuis au moins 6 mois. Larissa, a commencé Dimitri, mais Maxime a levé une main pour le silence. Comment le savez-vous? M'a demandé Maxime, son regard ne quittant jamais Mikhail. Il arrive tôt et reste tard, mais son rendement n'a pas augmenté proportionnellement. Si quelqu'un examinait les journaux de son ordinateur, il trouverait des communications cryptées, déguisées en email personnel. Et j'ai fait une pause, me souvenant d'un détail d'il y a 3 semaines. Les factures médicales de sa fille ont été soudainement payées le mois dernier. Il ne pouvait pas se le permettre avec son salaire. Mikhail s'est affalé sur sa chaise, le combat l'ayant quitté. Elle était en train de mourir, dit-il, sa voix se brisant. Ma petite fille était en train de mourir et je ne pouvais pas payer le traitement. Ils m'ont approché, ont offert de tout couvrir si je fournissais juste des informations.
La pièce a explosé de voix en colère, mais j'ai continué à regarder Michael. Il ne mentait pas. Le désespoir dans ses yeux était réel. Il avait fait un choix qu'aucun parent ne devrait avoir à faire. Trahir son employeur ou regarder son enfant mourir. Maxime s'est levé, contournant la table avec une grâce prédatrice. Tout le monde dehors, sauf Michael, Dimitri et Lisa. La pièce s'est vidée rapidement, les gens désireux d'échapper à la tension. Une fois que nous étions seuls, Maxime s'est tenu derrière la chaise de Michael, ses mains reposant sur le dossier dans un geste presque décontracté, mais qui irradiait la menace. Combien leur avez-vous donné? A demandé Maxime. Tout ce qu'ils ont demandé, a admis Michael, sa voix creuse. Horaire de livraison, emplacement des entrepôts, informations sur le personnel. Je suis désolé, Monsieur Petrov. Je suis tellement désolé, mais ma fille, votre fille est en vie parce que vous avez trahi tout le monde dans cette organisation. La voix de Maxime était froide. 30 millions de pertes, une enquête fédérale qui prendra des années à contenir. Des dizaines de personnes dont les moyens de subsistance sont maintenant en danger parce que vous avez fait un choix. Je sais. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Michael. Je sais ce que j'ai fait, mais elle n'a que 8 ans et elle était en train de mourir. Qu'auriez-vous fait? La question flottait dans l'air, brutale dans son honnêteté. J'ai vu la mâchoire de Maxime se crisper, j'ai vu le conflit dans ses yeux. Il comprenait le choix impossible, mais la compréhension ne changeait pas la réalité de la trahison. Dimitri, a dit Maxime doucement, combien aurait coûté le traitement de la fille de Michael? Dimitri a sorti des dossiers sur sa tablette. Environ 400 000 d'après les dossiers hospitaliers que nous avons. Et nous l'aurions couvert s'il avait demandé. Ces mots ont provoqué un choc dans la pièce. Je savais que Maxime avait un fonds pour les urgences des employés, mais je n'avais pas réalisé qu'il s'étendait à des traitements médicaux coûteux. Michael a levé les yeux, son visage un masque d'angoisse. Je ne savais pas. Je pensais. J'avais peur de demander. Parce que vous avez supposé que nous dirions non. Maxime s'est dirigé vers les fenêtres, regardant la ville. Parce que vous nous avez vus comme des monstres qui n'aideraient pas un enfant mourant. Alors, au lieu de demander de l'aide à votre employeur, vous avez trahi tous ceux qui vous faisaient une confiance. Je suis désolé, a répété Michael, mais les mots étaient vides. Les excuses n'annuleraient pas les dégâts. Maxime est resté silencieux un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix portait un poids qui m'a serré la poitrine. Votre fille les vit grâce à votre choix. Ça compte. Mais 30 millions de pertes comptent aussi. Et le précédent de permettre la trahison compte le plus, je comprends. La voix de Michael était à peine audible. Faites ce que vous avez à faire. J'ai regardé le reflet de Maxime dans la fenêtre. J'ai vu le conflit se jouer sur son visage. C'était un homme qui contrôlait un empire par une autorité absolue, et cette autorité exigeait des conséquences sévères pour la trahison. Mais c'était aussi un homme qui venait d'apprendre qu'un employé avait choisi la trahison plutôt que de demander de l'aide. Lisa, dit-il sans se retourner. Votre avis? La question m'a surprise. C'était son monde, sa décision. Pourquoi me demander? Mais en regardant la posture défaite de Michael, vous voyez, la photo de mariage que je pouvais voir dépasser de son portefeuille sur la table, j'ai compris. Maxime demandait parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui rappeler le coût de la pitié et le prix du pouvoir absolu. Il a fait un choix terrible, ai-je dit prudemment. Mais il l'a fait parce qu'il croyait que demander de l'aide serait pire que la trahison. C'est un échec de l'organisation autant que c'est son échec. Dimitri avait l'air choqué, mais Maxime a hoché la tête lentement. Continuez. Il a besoin de conséquences. Tout le monde doit voir que la trahison n'est pas tolérée. Mais le tuer ou le faire disparaître envoie le message que nous sommes exactement ce qu'il craignait. Des monstres qui valorisent l'argent plus que la vie humaine. Cela renforce la culture qui l'a poussé à choisir la trahison plutôt que de demander. Vous suggérez la pitié. Le ton de Maxime était illisible. Je suggère la stratégie. Oui, il a causé des pertes massives, mais ces pertes peuvent être récupérées. Ce qui ne peut pas être récupéré, c'est le message que vous envoyez à chaque autre employé qui pourrait un jour faire face à un choix impossible. Maxime s'est détourné de la fenêtre, ses yeux gris rencontrant les miens avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Et quel message voudriez-vous que j'envoie? Que nous prenons soin des nôtres.
même quand ils font des erreurs. Même quand ces erreurs nous coûtent cher. J'ai regardé Michael. Il a violé la confiance. Ça a un prix. Mais le prix ne doit pas être sa vie. Le silence s'est étiré si longtemps que je me suis demandé si j'avais dépassé les bornes. Puis Maxime a parlé, sa voix portant une autorité absolue. Michael, vous êtes renvoyé avec effet immédiat. Vous rembourserez les 400 000 que nous vous aurions donnés pour le traitement de votre fille par des paiements échelonnés sur les 20 prochaines années. Vous nous fournirez également des informations détaillées sur vos contacts au FBI, chaque communication, chaque information que vous avez partagée. Michael a levé les yeux, l'espoir et la confusion se battant sur son visage. Je ne suis pas... Vous ne mourrez pas aujourd'hui, a terminé Maxime. Mais vous ne travaillez plus dans cette ville non plus. Je vous trouverai un poste dans un autre État, loin de nos opérations et loin des contacts du FBI qui vous ont recruté. Vous recommencerez à zéro et vous passerez les 2 prochaines décennies à rembourser ce que vous nous avez coûté. Merci, a soufflé Mikhail. Merci, Monsieur Petrov. Ne me remerciez pas, remerciez Lisa. Le regard de Maxime s'est tourné vers moi. Elle m'a rappelé que la pitié peut aussi être stratégique. Sortez de ma vue avant que je ne change d'avis. Après que Mikhail ait été escorté par Vitali, je suis resté seul avec Maxime et Dimitri dans la salle de conférence. La tension était palpable. Vous venez de montrer de la faiblesse, a dit Dimitri prudemment. Les gens le verront comme tel. Les gens verront que Lisa Constantine a de l'influence à corriger Maxime en utilisant mon nouveau nom pour la première fois. Je l'avais légalement changé la semaine précédente, une autre couche de visibilité dans ma transformation. Ils verront que son jugement affecte mes décisions. Cela la rend plus précieuse et plus dangereuse à contrarier. La compréhension s'est faite. La pitié n'était pas seulement de la pitié. C'était un autre mouvement stratégique. Cette fois pour élever ma position aux yeux de l'organisation. Vous avez planifié ça, ai-je dit, les pièces s'emboîtant. Vous saviez que je plaiderais pour une approche différente. J'espérais que vous le feriez. Je ne savais pas. Maxime s'est levé, se dirigeant vers la porte. Mais je suis content que vous l'ayez fait. Parfois, j'ai besoin de quelqu'un pour me rappeler que le pouvoir n'exige pas toujours la sévérité. Après son départ, Dimitri est resté, m'étudiant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. « Quoi » ai-je finalement demandé. « Vous le changez » dit-il simplement. En 10 ans, je n'ai jamais vu Maxime montrer une telle retenue. Il aurait fait un exemple de Michael, envoyé un message sur la trahison. Vous lui avez donné la permission d'être miséricordieux. J'ai juste offert une autre perspective. Non, Dimitri a secoué la tête. Vous lui avez offert ce qu'il n'a jamais eu auparavant. Quelqu'un qui voit les 2 facettes de qui il est et qui valorise les 2. C'est dangereux à sa manière. Comment ça? Parce que ça le rend humain. Et les humains ont des faiblesses que les monstres n'ont pas. Ces mots m'ont accompagné alors que je rentrais à mon appartement ce soir-là. Le service de sécurité était là, invisible mais présent, un rappel de combien ma vie avait changé en quelques semaines. J'avais influencé une décision majeure aujourd'hui, j'avais parlé dans une crise et façonné le résultat. Ça aurait dû être stimulant. Au lieu de ça, j'en ai senti le poids. La responsabilité de savoir que ma voix avait maintenant des conséquences au-delà de ma propre vie. Mon téléphone a vibré. Maxime, merci pour aujourd'hui. Vous aviez raison, j'ai répondu. M'avez-vous testé? Sa réponse est venue rapidement. Toujours, mais aussi sincèrement en conflit. Votre conseil comptait. Et si j'avais plaidé pour la sévérité? Alors, nous aurions une conversation très différente sur qui vous êtes et si j'ai eu tort de vous faire confiance. L'honnêteté était dégrisante. Chaque choix que je faisais maintenant était évalué, mesuré par rapport à ce qu'il attendait de moi. C'était épuisant et exaltant à la fois. Pour ce que ça vaut, ai-je tapé, je ne faisais pas de politique. Je croyais sincèrement que la pitié était le meilleur choix. Je sais. C'est pourquoi ça a marché. J'ai posé le téléphone et je me suis dirigé vers ma fenêtre, regardant la ville que Maxime contrôlait en partie. Quelque part dans ses lumières, Michael faisait ses valises pour partir. Sa vie fondamentalement changée par un choix qu'il avait fait dans le désespoir. Ailleurs, des agents fédéraux essayant de sauver une enquête que je venais d'aider à faire dérailler. Et me voici, Larissa Constantine, ancienne secrétaire invisible, maintenant une voix qui façonnait des décisions dans l'ombre.
La transformation était complète. La question était de savoir si je pouvais vivre avec la personne que je devenais. Mon téléphone a vibré à nouveau. Dîner demain. Nous devrions discuter de la prochaine phase de l'initiative de quartier et d'autres choses. D'autres choses, ces deux mots avaient du poids, une implication. Je savais que je devais être prudente, que je devais maintenir une distance professionnelle, mais la prudence semblait de plus en plus impossible lorsque chaque interaction avec Maxime me plongeait plus profondément dans quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer, mais auquel je ne semblais pas pouvoir résister. Le dîner semble une bonne idée, ai-je répondu. Sa réponse était simple. Bien, je viendrai vous chercher à 7 heures. En me préparant pour le lit cette nuit-là, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Le même visage, mais des yeux différents. Des yeux qui avaient vu un homme choisir entre la pitié et le message. Qui avaient parlé en connaissant les conséquences. Qui avaient cessé d'être invisible et avaient commencé à être vus. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Je ne pouvais qu'avancer vers ce qui allait suivre, quelle que soit la transformation qui m'attendait encore. La secrétaire était partie. Quelqu'un de nouveau émergeait à sa place. Et que Dieu me vienne en aide, j'étais curieuse de voir qui elle deviendrait. Le dîner s'est transformé en plus qu'une discussion stratégique. Il s'est transformé en la première conversation honnête que Maxime et moi ayons jamais eue, en dehors du contexte des affaires ou de la crise. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant privé qu'il possédait, le genre d'endroit où les gens puissants discutaient de choses qu'ils ne pouvaient pas risquer d'être entendus. Mais au lieu de parler de territoire ou d'organisation, nous avons parlé de nous, des choix que nous avions faits, des prix que nous avions payés, des personnes que nous étions devenues. Je n'ai jamais voulu de cette vie, a admis Maxime autour d'un vin qui coûtait probablement plus que mon ancien salaire mensuel. Quand j'étais jeune, je voulais enseigner l'économie. Stupide et idéaliste, je sais. Qu'est-ce qui a changé? Mon père était mort avec des dettes envers des gens qui ne pardonnent pas les dettes. Je pouvais les payer avec de l'argent que je n'avais pas, ou je pouvais les payer avec des services que j'avais. Il a fait tourner son vin, regardant la lumière s'y refléter. J'étais bon à ça. Trop bon. Au moment où j'aurais pu partir, j'avais construit quelque chose de trop grand pour l'abandonner. J'ai pensé à ça, à la façon dont nous faisions tous des choix qui semblaient temporaires et nous nous réveillions un jour pour les trouver permanents. Le regrettez-vous? Certains jours. Ses yeux ont rencontré les miens, moins depuis que vous avez commencé à travailler avec moi. L'aveu a envoyé une chaleur en moi qui n'avait rien à voir avec le vin. Pourquoi? Parce que vous voyez à la fois qui je suis et qui j'aurais pu être. Vous ne reculez pas devant le premier, ni ne pleurez le second. Vous acceptez simplement tout. Il s'est légèrement penché en avant. Avez-vous la moindre idée de la rareté de cela? En fait, oui. J'avais passé des années à regarder les gens se mentir les uns aux autres, à eux-mêmes. L'authenticité était la denrée la plus rare dans ce monde. Je comprends les choix impossibles, ai-je dit doucement. J'ai passé 9 ans à en faire. Rester ou partir. Parler ou se taire. Maintenir la distance ou s'impliquer. Chaque choix coûte quelque chose. Et maintenant? Maintenant, j'ai fait mon choix. Je suis là, entièrement là, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai croisé son regard. Ça me fait peur, bien. Son sourire était léger mais authentique. La peur vous rend prudent. Et Lisa, dans ce monde, la prudence vous maintient en vie. La conversation a changé après ça, devenant plus légère. Nous avons découvert des goûts communs pour les livres. Nous nous sommes disputés de bonne humeur sur des films, avons trouvé un terrain d'entente inattendu dans nos opinions sur la politique de l'éducation. C'était surréaliste d'être assise avec un homme qui contrôlait un empire criminel par la violence calculée, à discuter de la nécessité pour les écoles d'avoir plus de financement pour les arts. Mais c'était la complexité de Maxime. J'ai réalisé qu'il n'était pas qu'une seule chose. Il était impitoyable et réfléchi, dangereux et gentil, calculateur et étonnamment sincère. Comprendre toutes ces facettes, les accepter, c'est ce qui m'attirait vers lui malgré toutes les raisons logiques de maintenir la distance. Nous nous attardions sur le café quand son téléphone a vibré. Maxime y a jeté un coup d'œil et j'ai vu son expression changer, quelque chose de sombre glissant derrière ses yeux. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « Moratsov. » Il a posé le téléphone avec précaution. Il demande une réunion d'urgence demain. Territoire neutre. Mon estomac s'est noué. À propos de quoi? Il n'a pas précisé,
Mais les réunions d'urgence ne sont jamais de bonnes nouvelles. Nous sommes retournés à mon immeuble, dans un silence tendu, tous deux traitant les possibilités. À ma porte, Maxime a attrapé ma main doucement. Quoi que ce soit demain, j'ai besoin de vous là-bas, a-t-il dit. Votre perspective pourrait être cruciale. Bien sûr. Il a hésité puis s'est penché et a déposé un bref baiser sur mon front. Le geste était tendre, protecteur, et a envoyé de l'électricité dans tout mon corps. Reposez-vous, a-t-il murmuré. Demain pourrait être compliqué. Après son départ, je suis resté dans mon appartement vide, les doigts touchant l'endroit qu'il avait embrassé, me demandant quand exactement j'avais franchi la ligne de conseillère professionnelle à quelque chose de bien plus dangereux. Le lendemain, nous sommes arrivés au lieu de réunion neutre, une salle de conférence d'hôtel haut de gamme, pour trouver Morozov qui attendait déjà avec un compagnon inattendu, un procureur fédéral que j'ai reconnu des reportages sur le crime organisé. Maxime, Larissa, a dit Morozov, son ton faussement jovial. Merci d'être venu si rapidement. L'expression de Maxime était restée neutre, mais je l'ai senti se tendre à côté de moi. Qu'est-ce que c'est, Léonide? C'est moi qui suis généreux. Morozov a fait un geste vers le procureur. L'agent Harrison a des informations que vous trouverez intéressantes sur vos récents problèmes de livraison. Mon esprit a tourné à plein régime. Michael nous avait déjà donné les informations de contact du FBI. Que pouvait-il y avoir d'autre? L'agent Harrison a sorti un dossier, le faisant glisser sur la table. Nous enquêtons sur votre organisation depuis 3 ans, Monsieur Petro, construisant un dossier qui aurait tout démantelé. Puis soudain, notre meilleure source d'information se tait et nous sommes de retour à la case départ. Tragique, a dit Maxime catégoriquement. En effet. Mais pendant notre enquête, nous avons accumulé des preuves substantielles, assez pour poursuivre non seulement vous, mais tout le monde dans votre organisation. Le sourire d'Harrison était froid, y compris le nouveau personnel qui est récemment devenu plus visible. La menace était claire, dirigée contre moi. J'ai gardé mon expression soigneusement neutre, même si la peur se nouait dans mon estomac. Cependant, a interrompu Morozov, l'agent Harrison et moi sommes parvenus à un arrangement. Il fera disparaître ces preuves ainsi que toute l'enquête en échange de quelques petites considérations. Nommez-les, a dit Maxime, sa voix dangereusement calme. Le front de mer, naturellement. Notre accord initial a été annulé lorsque vous avez laissé Michael vivre au lieu d'en faire un exemple. Le sourire de Morozov s'est élargi. Ce genre de faiblesse, ça suggère que les conditions devraient être renégociées. Et Elissa vient avec moi. Pas comme un transfert d'employés cette fois, mais comme une assurance. Vous gardez votre organisation. J'obtiens le front de mer et l'assurance que vous n'agirez pas contre moi parce que je protégerai quelque chose que vous appréciez. La pièce est devenue silencieuse. J'ai senti la fureur de Maxime comme une force physique, à peine contenue. C'était le vrai test. J'ai réalisé que Morozov pariait que j'étais devenue assez précieuse pour Maxime pour qu'il échange tout pour me garder en sécurité. Non, a dit Maxime, le mot unique absolu. Non. Les sourcils de Morozov se sont levés. Vous êtes prêt à laisser toute votre organisation s'effondrer? Laissez tous ceux qui dépendent de vous faire face à des poursuites fédérales pour une secrétaire? Elle n'est pas une secrétaire. La main de Maxime a trouvé la mienne sous la table, la serrant doucement. Elle n'est pas à échanger. Pas maintenant, pas jamais. C'est touchant. L'expression de Morozov s'est durcie, mais peu pratique. L'agent Harrison a assez de preuves pour vous détruire. À moins que vous n'acceptiez mes conditions, d'ici la semaine prochaine, vous serez en détention fédérale. J'étais restée silencieuse pendant cet échange, observant les deux hommes, analysant la stratégie. Maintenant, je me suis légèrement penché en avant. « Agent Harrison, ai-je dit, ma voix portant à travers la table. Quel est votre prix? » Il a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à ce que je m'adresse à lui directement. « Excusez-moi? Morozov n'a pas l'autorité de conclure des accords au nom du FBI. Vous, si? Alors, quel est votre prix réel pour faire disparaître ces preuves? » Harrison s'est agité inconfortablement. « Je ne sais pas ce que vous insinuez. J'insinue que vous êtes aussi corrompu que les gens sur lesquels vous enquêtez. Sinon, vous ne seriez pas ici à négocier avec des criminels connus. » J'ai sorti mon téléphone, faisant semblant de vérifier quelque chose. Je suis curieuse de savoir ce que vos supérieurs penseraient s'ils étaient au courant de cette réunion. Vous me menacez?
J'observe que le plan de Morozov ne fonctionne que si vous êtes réellement prêt à détruire des preuves. Mais le faire est un crime fédéral qui mettrait fin à votre carrière et vous mettrait probablement en prison. J'ai souri légèrement. Alors, soit vous êtes ici à titre officiel pour recueillir des preuves de nos crimes, soit vous êtes ici pour en commettre un vous-même. Lequel est-ce? Le silence qui a suivi était électrique. J'avais appelé son bluff, exposé la faiblesse fondamentale de la stratégie de Morozov. Harrison ne pouvait pas réellement faire disparaître les preuves sans tout risquer. Vous êtes plus intelligente que vous en avez l'air, a finalement dit Harrison en se levant. Cette réunion n'a jamais eu lieu. Il est parti et l'expression confiante de Morozov s'est effondrée en fureur. C'était une erreur, Lisa. Vraiment. J'ai gardé ma voix égale malgré mon cœur qui battait la chamade. Parce que de mon point de vue, vous venez de montrer que vous n'aviez rien à offrir sauf des menaces vides. Votre alliance avec Harrison était basée sur la corruption mutuelle, mais il n'est pas assez stupide pour aller jusqu'au bout. Les mains de Morozov se sont crispées sur la table. Vous pensez avoir gagné, je pense que vous avez surjoué votre main. Je me suis levé, Maxime se levant à côté de moi. Vous avez supposé que je serais une faiblesse que vous pourriez exploiter, mais c'est moi qui ai vu clair dans votre stratégie. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Morozov a crié. Ce n'est pas fini, Petrov. Vous ne pouvez pas la protéger éternellement. Maxime s'est retourné et le regard sur son visage était mortel. Regardez-moi faire. Donc la voiture après, je me suis enfin laissé trembler. Maxime m'a tiré contre lui, son bras solide et chaud autour de mes épaules. C'était incroyablement dangereux, dit-il doucement. Je sais. Et brillant. Je l'ai regardé. Je ne pouvais pas le laisser m'utiliser contre vous, contre tous ceux qui dépendent de cette organisation. Vous nous avez protégés. Sa main s'est levée pour me caresser doucement le visage. Vous n'aviez pas à le faire. Vous auriez pu rester silencieuse, me laisser négocier. Mais je ne voulais pas, je voulais me battre. Quelque chose a changé dans son expression, une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. Je lui aurais donné le front de mer. Tout, si nécessaire, pour vous garder en sécurité. L'aveu m'a serré la poitrine. Maxime, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Son pouce a tracé ma pommette. Vous avez cessé d'être un atout stratégique il y a des semaines. Vous êtes... Il a fait une pause, cherchant ses mots. Vous êtes à moi d'une manière qui n'a rien à voir avec les affaires ou la protection. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je tombe amoureux de vous, Lisa. Depuis le moment où vous avez tenu tête à Morozov lors de cette première réunion. Probablement avant. Son sourire était léger, presque timide. Je dis que si vous aviez voulu partir aujourd'hui, si vous aviez choisi son offre, cela m'aurait détruit d'une manière que la perte de l'organisation n'aurait jamais pu faire. J'aurais dû être terrifié par l'intensité de ses mots, par la façon dont il reflétait mes propres sentiments grandissants. Au lieu de ça, j'ai senti quelque chose se mettre en place. Une vérité fondamentale que j'avais évitée. Je tombe amoureuse de vous aussi, ai-je admis. C'est probablement la pire idée possible. Certainement la pire idée possible. Son front reposait contre le mien. Mais j'ai construit un empire sur de mauvaises idées. Qu'est-ce qu'une de plus? Quand il m'a embrassé, ce n'était pas doux ou hésitant. C'était possessif, certain, le point culminant de semaines de tension et de déni. Je l'ai embrassé en retour avec une intensité égale, y mettant tout ce que j'avais eu trop peur de reconnaître. Le désir, la connexion, la reconnaissance impossible que quelque part dans la transformation de secrétaire invisible à partenaire visible. J'étais tombée amoureuse d'un homme qui opérait dans l'ombre. Nous nous sommes séparés, tous deux respirant fort. Le chauffeur avait sagement levé l'écran de confidentialité. Nous devrions en parler, ai-je dit, essayant de trouver de la logique dans le chaos. Nous devrions, a convenu Maxime. Mais pas ce soir. Ce soir, je veux juste savoir que vous êtes en sécurité, que nous sommes tous les deux en sécurité. Il m'a ramené à la maison, mais n'est pas parti, me suivant jusqu'à mon appartement sous prétexte de vérifier la sécurité. Mais une fois à l'intérieur, il m'a de nouveau serré contre lui, et parler est devenu la dernière chose à laquelle nous pensions. Plus tard, alors que nous étions enlacés dans mon lit, les lumières de la ville peignant des motifs sur nous, Maxime a tracé des cercles paresseux sur mon épaule. « Que se passe-t-il maintenant » ai-je demandé doucement. « Maintenant, nous découvrons ce que c'est, ce que nous sommes. » Sa voix a grondé dans sa poitrine. « Maintenant, nous naviguons en tant que partenaires dans tous les sens du terme, pas seulement professionnellement. »
Morozov n'abandonnera pas. Non, mais il a montré son jeu maintenant. Nous connaissons ses stratégies, ses faiblesses, et surtout, il sait que vous n'êtes pas une arme qu'il peut utiliser contre moi. Vous êtes mon égal dans cette affaire, Lisa, ma partenaire. Partenaire. Le mot avait du poids, une promesse, la reconnaissance de tout ce que j'étais devenu. J'aime le son de ça, et j'admis. Bien, parce que je vous garde. Son bras s'est resserré autour de moi. Pour toujours, si vous me le permettez. Pour toujours était une longue période dans un monde aussi dangereux que le nôtre. Mais allongé là, dans la sécurité de ses bras, je me suis surprise à vouloir croire que c'était possible. La semaine suivante s'est installée dans un nouveau rythme. Publiquement, Maxime et moi maintenions une distance professionnelle, mais en privé, nous construisions quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. Une véritable relation basée sur la confiance, l'honnêteté et la reconnaissance mutuelle. L'initiative de quartier que j'avais conçue a réussi au-delà des prévisions. Avec 3 territoires pacifiquement intégrés dans notre réseau de protection, Victor a admis à contre-cœur que je savais peut-être de quoi je parlais. Dimitri a commencé à me consulter sur des décisions stratégiques sans attendre la directive de Maxime. Je n'étais plus seulement la conseillère de Maxime. J'étais devenu une partie intégrante de la direction de l'organisation, quelqu'un dont l'opinion façonnait la politique et la direction. L'invisibilité que j'avais cultivée pendant des années avait été complètement remplacée par une visibilité que j'apprenais à manier stratégiquement. 6 mois après la réunion où Maxime m'avait pour la première fois désigné comme son prix, Morozov a demandé une autre négociation. Cette fois, je n'ai pas été surprise quand Maxime m'a demandé de le rejoindre. Nous nous sommes rencontrés dans le même club où notre accord initial avait été finalisé, mais la dynamique avait fondamentalement changé. Je suis entré non pas comme une propriété à échanger, mais comme la partenaire reconnue de Maxime, son égal dans tous les domaines qui comptaient. Larissa. Morozov m'a accueilli avec un respect réticent. Vous avez l'air bien, puissante même, merci. Il s'est tourné vers Maxime. Je suis ici pour proposer une trêve. Notre conflit coûte inutilement à nos 2 organisations. Je suis prêt à reconnaître formellement les divisions territoriales actuelles et à cesser les tentatives de saper vos opérations. En échange de, a demandé Maxime, sa main reposant nonchalamment au creux de mon dos. La paix, et peut-être éventuellement une coopération sur des questions d'intérêt mutuel. Le regard de Morozov s'est tourné vers moi. Je vous ai sous-estimé, Lisa. Je pensais que vous étiez un pion. J'avais tort. Oui, ai-je simplement convenu, vous aviez tort. Alors, laissez-moi vous demander directement. Que faudrait-il pour que vous envisagiez une alliance entre nos organisations? Pas une fusion, mais une coopération sincère. J'ai regardé Maxime, voyant la question dans ses yeux. Étais-je à l'aise de prendre les devants sur ce sujet? J'ai hoché la tête légèrement. La transparence, ai-je dit à Morozov. Plus de jeu, plus de tentatives de manipulation. Si nous devons travailler ensemble, cela doit être basé sur une évaluation honnête des intérêts mutuels, pas sur des stratégies conçues pour exploiter les faiblesses. Conclu. Morozov a tendu la main, non pas à Maxime, mais à moi. Partenaire, je l'ai serré, sentant l'importance du moment. Partenaire. En quittant le club ce soir-là, Maxime m'a serré contre lui. Vous savez ce que vous venez de faire? Négocier une trêve. Vous vous êtes établi comme une puissance à part entière. Pas comme ma conseillère, pas comme ma partenaire, mais comme Lisa Constantine, quelqu'un qui prend des décisions indépendantes, qui façonne ce monde. La vérité de ces paroles s'est installée en moi. J'avais accompli une transformation que je n'avais jamais imaginée lorsque j'avais pris ce poste de secrétaire il y a 9 ans. De meuble invisible à puissance visible. De quelqu'un qui documentait les décisions à quelqu'un qui les prenait. Qu'en pensez-vous? Ai-je demandé. Le sourire de Maxime était authentique, fier. Que j'ai fait le meilleur échange de ma vie en vous choisissant, même si je n'étais jamais vraiment à vous pour être échangé. Surtout à cause de ça. Son baiser était doux, plein de promesses. Vous avez choisi cette voie, m'avez choisi, avez choisi d'entrer dans la visibilité. Ce choix a fait toute la différence. Nous avons traversé la ville vers un avenir que nous ne pouvions pas entièrement prédire. Dangereux, certainement, compliqué, absolument, mais construit sur quelque chose de réel. La reconnaissance mutuelle, un partenariat honnête et le genre d'amour qui émergeait du fait de se voir vraiment. J'avais passé des années à être invisible,
à être petite, à être en sécurité par l'obscurité. Maintenant, j'étais visible, puissante et profondément en danger selon les mesures traditionnelles. Mais j'étais aussi pleinement vivante d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. La secrétaire était partie. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait trouvé sa voie et son pouvoir en étant assez courageuse pour entrer dans la lumière.